pour toi, c'est quoi la définition de la performance ? Le premier grand principe du vivant, c'est l'adaptation. T'as fait quand même l'Aerox, donc Grand Palais, avec Le sport de haut niveau n'est pas un sport santé. des petites actions ultra personnalisées pour toi, peuvent vraiment changer sans devoir transformer ton quotidien. Et que ça se trouve, des Usain Bolt, il y en a beaucoup dans des canapés et on le saura jamais. C'est pas parce que tu dors 8 heures que tu dors 8 heures de qualité. La sphère psychologique dans l'accompagnement, elle était fondamentale. Et on comprend qu'il n'y a pas que l'entraînement, mais aussi la récupération qui est importante dans la performance, quoi. Ouais. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guionneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, nouvel épisode avec un invité d'honneur. On va parler de performance, on va parler de respiration. Mais avant tout, je rappelle que vous avez un e-book récapitulatif, donc prenez pas de notes, écoutez, on va vous donner beaucoup de valeur. Tout sera en description. Et je rappelle également que cet épisode est sponsorisé par Nutripreneur, ma marque de compléments alimentaires, qui va bien avec le thème quand même de performance. Donc si vous avez envie de booster vos performances physiques et mentales, vous avez un code de 20% sur votre première commande avec le code Corps Esprit 20, tout est en description, on va pouvoir commencer. Reynald, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Meryl, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, franchement, je pense que ça va être un très bon épisode. Tout naturellement, je vais te demander de te présenter pour que les auditeurs un peu sachent qui t'es, puis tout de suite, on va rebondir sur le sujet. Alors je vais essayer quand même de faire synthétique parce qu'il y a Fais quand comme même. tu veux. Je commence à avoir quelques années derrière moi dans le milieu de la, on va dire de l'approche de l'être humain. Ouais. Je commence comme moniteur de sport dans l'armée française. Ok. Je m'occupe des élèves pilotes de chasse pendant 5 ans. Et ensuite, je suis muté à l'école polytechnique. Donc pendant 6 ans, j'enseigne à l'université. De là, je reprends en parallèle d'être dans l'institution de l'armée. Je reprends un cursus universitaire, Ok. STAPS, Ouais. pour pouvoir intégrer ensuite un diplôme de préparateur physique pour le sport de haut niveau, Ouais. que je fais à Lyon. En parallèle de ça, je fais des études aussi en psychologie cognitive, donc un master recherche. Et de là, je quitte l'armée pour Ouais. partir dans le sport de haut niveau, qui était mon Ton rêve, ta passion. Ouais, mon rêve d'enfant. Ok. Aussi, de pas avoir pu être l'acteur vraiment, tu vois, le sportif qui va au plus haut niveau mondial. Et moi, je l'ai analysé pourquoi j'ai pas finalement, tu vois, quand on sait un peu comment ça fonctionne, tous les paramètres de la performance, tu dis ok, qu'est-ce qui m'a manqué à ce moment-là, à tel âge, etc., pour pas avoir basculé, pas avoir réussi à atteindre le haut niveau en tant qu'athlète. Hyper intéressant. Et du coup, moi, je bascule de l'autre côté, c'est-à-dire staff, football de professionnel pour démarrer, qui était mon sport de prédilection quand j'étais enfant, et puis dans lequel j'avais mes diplômes d'entraîneur. Et puis après, les rencontres font que je bascule dans le volleyball. Ok. Et là, je fais une longue carrière dans le volleyball avec l'équipe de Paris, du Paris Volley, le Stade Français, l'équipe de France féminine aussi. Et à ce moment-là, même chose après ce cycle qui a duré quand même assez longtemps. En parallèle, je fais beaucoup de choses aussi dans le CrossFit, puisque je m'intéresse évidemment à tous les domaines finalement, parce que donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on s'y intéresse vraiment énormément, mais à l'époque on était moins nombreux quand même à regarder un peu la performance à 360 degrés. C'est-à-dire que oui, la nutrition, oui, le sommeil, oui, la respiration, oui, le mindset. En fait, c'était un peu dissocié comme ça. Évidemment, il y avait déjà des acteurs dans chaque domaine, mais maintenant on comprend bien que tout est en synergie et systémique. Et donc du coup, moi, je voulais pas me cantonner à avoir juste être un préparateur physique de haut niveau. En fait, je comprenais bien que la performance, elle était corrélée aussi à tous les autres facteurs. Ouais. On pouvait pas simplement stigmatiser un pilier comme ça. Et donc du coup, à ce moment-là, je me fais aussi solliciter. Donc c'est un peu, j'arrive un peu sur un fin de long cycle comme ça dans le volley, et donc je rentre dans un milieu qui est complètement a priori éloigné de mon monde, mais finalement, il y a énormément de points communs, et je me fais recruter par la Team Vitality, qui est une équipe de e-sport, une des plus grandes équipes du monde, Ok. parisienne. Et pendant 4 ans, je suis le head performance de cette équipe-là au Stade de France. Incroyable. Ouais, rien à voir, mais en même temps, tout est lié avec la performance. Ouais. En fait, c'est pour ça, de prime abord, on a l'impression que c'est des personnes assises, effectivement, Ouais. mais en fait, il y a énormément de points communs avec l'athlète, on va dire, classique, professionnel d'un sport
d'un sport sur un terrain. Et en fait, il y a énormément de points communs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toujours une perception d'information, un traitement, une action derrière. Ouais. Après, qu'elle soit plus ou moins reliée à des capacités plus cérébrales ou cognitives, plus physiques, physiologiques. Mais il se passe quand même des choses dans tous les domaines, même physiologiques pour les gamers. Ouais, ça m'étonne pas. Mais du coup, beau parcours, ça fait plaisir et on voit que c'est vraiment complet. Et la question, vraiment, la première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu parles de force de l'armée, tu parles de crossfit, tu parles de sport de haut niveau, de gamer. Et du coup, pour toi, c'est quoi la définition de la performance ? Alors, moi, j'aime bien, je ne sais pas si je vais y répondre vraiment d'une manière très classique, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est je n'associe pas la performance forcément au sport codifié. Ouais. C'est-à-dire que, et ça marche très bien avec ce que tu développes aussi avec les compléments alimentaires, c'est-à-dire on a un capital de départ qui est génétique, transgénérationnel, c'est comment on fait pour l'optimiser. Ça, c'est de la performance. Donc, on peut complètement avoir un niveau, je veux dire, je vais prendre un exemple, au demi-Cooper, aux 6 minutes, ok, on fait telle distance, super, il y en a qui vont faire une distance énorme et puis d'autres moins. Par contre, peut-être que toi, t'es né avec des dispositions qui sont moins, ou des capacités qui sont moins importantes qu'un autre, mais toi, tu l'as vraiment développé, tu as été au maximum de ce que tu pouvais faire. Ça m'intéresse. Et ça, pour moi, c'est la performance. Ouais, c'est vraiment l'évolution de te dire, ok, tu pars d'un point A, comment j'arrive à un point B, et toutes les actions que je mets en place au C'est quotidien ça. pour. Absolument. Et justement, est-ce que la respiration, c'est pas un outil de performance que t'en as pas trop parlé, mais je pense qu'aujourd'hui on va en parler dans ta présentation, mais. En fait, j'ai pas parlé non plus de nutrition où je me suis beaucoup impliqué pendant quelques années dans la micronutrition, justement, appliquer toute cette micronutrition qui est aujourd'hui appliquée aussi aux maladies contemporaines. J'ai décidé à un moment donné, parce que c'est quand même des champs d'exploration qui sont énormes, et déjà que c'est un vrai problème chez moi, c'est que je suis un curieux mais un peu maladif, quoi. C'est-à-dire que je peux sauter sur plein de choses parce que tout m'intéresse. Et là, la respiration, c'était une vraie révélation. C'était juste un peu avant le Covid, où j'étais toujours en recherche depuis autant d'années, donc ça va faire bientôt 30 ans que je suis vraiment dans le domaine du sport et du développement humain. C'est de trouver, je sais pas s'il fallait chercher, mais en tout cas, j'étais toujours dans ce chemin-là d'aller toujours creuser au plus loin, presque de savoir d'où partait un peu et notre énergie et l'être humain dans sa version en tout cas terrestre. Et finalement, il y a un élément qui est un point de convergence de tous nos systèmes, c'est la respiration. Si basique, mais si important. Ben oui, et en fait, basique de loin, et plus on s'en rapproche, et plus ça devient un peu comme le soleil, plus ça chauffe, et plus il y a énormément d'informations, tout est relié. Et c'est, pour moi, c'est alors, je sais que il y a des mondes il y a des parties dans le monde de l'apnée, des apnéistes, etc., qui sont beaucoup dans ces sujets-là, évidemment sur la partie biochimie aussi, et psychophysiologique, mais en fait, on s'aperçoit, moi, je me suis aperçu que je basculais complètement, ça me fait penser, j'ai une petite métaphore, mais un peu comme Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je passe une porte et il se passe un monde, et en fait, c'est presque un monde encore plus grand, entre guillemets, bon, ça veut pas trop dire grand-chose ce que je dis là, mais c'est vraiment un monde incroyable, puissant, très grand, et du coup, je m'y suis engouffré totalement. J'ai dit, il faut le vivre, faut trouver 2-3 mentors, faut vivre, et faut lire, et puis finalement, de plus en plus on creuse, et plus on trouve des ponts partout. Ouais, ça m'étonne pas. Et les gens s'y intéressent de plus en plus. Je pense moi j'appelle je suis pas le premier à avoir utilisé ce mot-là, mais c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, c'est un des facteurs, comme les neurosciences. Pour moi, en tout cas, si on revient à la performance et aux athlètes de haut niveau, mais pas que, c'est un vrai vecteur un vrai game changer. Ouais. Okay. Et les neurosciences, donc tout ce qu'on peut aller solliciter sur la partie neurologie, que ça soit en stimulation cognitive ou comportementale, mais et la respiration. Ouais, ce que j'ai dit basique, parce que c'est un truc qu'on fait naturellement, mais effectivement, c'est un monde où c'est, comme tu l'as dit, c'est sous-coté, ça commence à prendre forme, et j'ai l'impression que les gens pensent plus respiration en mode un peu zénitude, mais moins dans la performance, alors que tout est lié, performance physique, mentale, ça fait du bien, etc. Mais effectivement, ça se développe, mais ça reste un monde un peu sous-coté, et
je pense qu'on peut parler de ton expérience que tu as fait récemment à l'Aerox. Tu as fait quand même l'Aerox, donc Grand Palais, avec un scotch sur la bouche. Donc, ça montre bien qu'il y avait un vrai enjeu sur la respiration. Est-ce que tu peux un peu expliquer cette anecdote quand même qui est folle, je trouve? Alors, effectivement, l'idée, c'était... Alors, je vais essayer de partir d'un peu plus loin, mais c'était de me dire... donc, comme la respiration me passionne et que la respiration, d'une manière naturelle, je ne parle pas de situation particulière, mais de manière naturelle, elle doit se faire, elle doit se faire avec le nez, qui est l'organe de la respiration. Et après, on pourra développer, évidemment, mais... j'ai décidé, je voulais avoir une partie dans ma vie qui était aussi consacrée, puisqu'on essaye aussi de, peu importe de quelle manière, mais faut bien vivre, faut bien manger, faut bien payer ses factures, donc il faut bien aussi développer son propre business ou travailler pour une société, peu importe. Mais en même temps, je voulais avoir une partie de ma vie où je veux le consacrer plus sous forme de bénévolat, j'ai acquis des connaissances et des compétences. L'idée, c'est je veux aussi en faire bénéficier gratuitement à d'autres personnes. Et il y a plein de façons possibles de le faire. Et là, je m'étais dit, alors que ce qui est un peu paradoxal, c'est que je n'ai pas de problème de santé, ni dans ma famille non plus. Je suis pas touché vraiment émotionnellement par ça, en me disant, ok, j'ai quelqu'un qui a eu un cancer du poumon dans ma famille ou ils ont une autre forme de maladie, la mucoviscidose, etc. Mais je trouvais ça tellement fondamental, la respiration, et ça me touche tellement profondément parce que voilà, c'est un peu l'essence de la vie. J'ai dit, j'ai besoin de faire une action qui est marquante, qu'on puisse voir, qui peut impacter. Et comme en parallèle de ça, moi j'avais fait les championnats du monde Aerox il y a déjà 3 ans à Las Vegas. Et au mois de novembre, j'ai refait pareil, je me suis qualifié. J'ai dit, ok, j'ai plus vraiment d'enjeu de temps. J'ai autant participé au Grand Palais, mais sous une autre forme. Et le Grand Palais est un endroit juste magnifique. Et je me suis dit, ok, je vais me rapprocher d'un organisme, et en particulier, là, ça a été la Fondation du Souffle, qui est une fondation qui lutte contre les maladies respiratoires. Et je leur ai proposé, je dis, bah voilà, je vais essayer de récolter un peu d'argent, des dons, et en même temps, je voudrais faire le buzz et le faire d'une manière un peu différente. L'idée n'est pas venue d'une manière aussi, que de moi, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai un de mes formateurs en respiration qui a déjà relevé un défi de ce genre-là. Avec la bouche scotchée. La bouche scotchée, et il a fait un marathon. En faisant en plus un temps très bon. Et donc, du marathon, c'est long. C'est long aussi. Et du coup, je m'en rappelle lui avoir envoyé un petit message, je dis je vais le faire, et le conseil qu'il m'a donné, il m'a dit parce au tout départ, pour te dire les choses, c'est que je voulais faire un truc encore un peu plus dur, c'est que je voulais carrément mettre un masque. C'est-à-dire que je respire que par le nez, mais en même temps, j'ai un débit inspiratoire qui est limité. Et ça, c'est chaud, les masques. J'ai déjà essayé d'entrer avec un truc comme ça. Waouh, avec un masque. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais le masque, les gens, ils vont pas comprendre. Mais un scotch, vraiment, pour que les gens, ils voient très bien que tu peux pas respirer par la bouche et qu'ils comprennent. Enfin, ils comprennent. Après, tu peux toujours l'expliquer, mais je fais OK. Donc, j'ai décidé de mettre un gros Chatterton et je dis, OK, je vais le faire comme ça. Et je t'avoue que ça a été, je me suis un petit peu entraîné avec ce scotch, sachant que je m'entraîne aussi en respiration que nasale, mais où je mettais pas forcément le scotch. Et donc, j'avais une petite appréhension quand même, de me dire, OK, c'est quand même long, je vais voir, j'avais testé un peu. Et finalement, donc, je vis une vraie expérience humaine, et physiologique et psychologique, parce que c'était long quand même. Et ce qui était amusant, c'est qu'en fait, là où je me suis retrouvé, entre guillemets, en difficulté, ça n'a pas été sur les stations. Moi, d'habitude, je le fais en pro, là, je l'ai fait en open. Mais même en open, je me dis, ouais, quand même, il y a de la force, il va falloir pousser à des moments où on se retrouve un peu en apnée, etc. Ça va me faire monter, ça va être dur, je vais faire des pauses. Finalement, j'ai géré les stations plutôt bien. Je me suis senti bien, et la course à pied, ça a été plus dur que prévu. Ouais, parce qu'en fait, dès qu'on arrive sur des intensités, dès qu'on veut courir à un certain niveau, ça nous engage du coup une intensité d'effort et un appel d'air qui est important. Et du coup, quand on va chercher un peu trop de force musculaire inspiratoire, bah, les narines se collent. J'avais la bouche scotchée, donc je tenais mes narines pour qu'elles restent ouvertes.
Et donc, du coup, il y avait 8 fois 1 kilomètre comme ça à Ouais. faire. Et donc, j'ai plafonné j'ai plafonné à 5 minutes 30 au kilomètre. Ok. Ouais, Difficile d'aller plus vite. parce que du coup, n'empêche, enfin, même si on est de base censé respirer par le nez, Oui. ça t'a quand même réduit tes capacités assez grandement, quoi. Deux choses à savoir entre le nez et la bouche. Parce Ouais. qu'évidemment, la bouche, elle est quand même utile. Bah oui. La bouche est faite pour manger, mais en revanche, elle est quand même là. Le corps humain, et donc du coup, là, c'est ça que je trouve passionnant, c'est que le corps humain a quand même énormément de solutions pour continuer à vivre s'il a des problèmes. Oui. J'ai le nez bouché, je suis enrhumé, on continue à vivre. Ouais. Sinon, Ouais, il s'adapte. Ouais, il s'adapte, il ouvre la bouche. J'arrive sur des intensités d'effort qui sont à un certain niveau, et je vais en parler après, mais qui sont élevés. Et évidemment, la bouche vient aussi accompagner le nez. Pourquoi ? Parce que le nez, en fait, différence entre nez et bouche, 50% de volume de différence entre les deux. Ok. Donc, avec la bouche, je vais aller prendre plus d'air. Mm. Mais en revanche, toutes les avantages du nez, on ne le retrouve pas avec la bouche. Ok. C'est-à-dire que c'est un vasodilatateur, c'est un antibactérien, voilà, ça a beaucoup de fonctions, ça réchauffe, ça humidifie l'air, etc. La bouche ne fait pas ça du tout. On respire pas la bouche. Je veux dire, si vous courez en ville, vous respirez par la bouche, grande bouche ouverte, je peux vous dire que la pollution, vous la prenez, mais encore 10 fois plus que par le nez. Puis en plus, t'es asséché au bout d'un moment. Oui, absolument. Il y a tout. Le nez est vraiment cet organe-là. Donc, du coup, on estime aujourd'hui, des publications mettent en avant qu'on peut aller quasiment jusqu'à 85% de sa VO2 max par le nez. Ok, ah ouais. Au-delà, c'est un peu plus compliqué. On est obligé de mettre la bouche pour qu'on puisse aller plus loin. Ok. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas la VO2 max, est-ce que tu peux expliquer ? C'est son volume d'oxygène maximal, donc du coup qui est corrélé à une intensité. Ouais. Et donc voilà, donc moi mon intensité là qui me permettait de rester par le nez, c'était 5 minutes 30, ce qui dans l'absolu, on pourrait estimer que ça vaut mon 85% de VO2 max. Ouais, donc impressionnant. Pour dire ça. T'étais content quand même, c'était une belle expérience. Ah mais j'étais ravi, en plus j'ai été encouragé, les gens ils me regardaient avec des gros yeux et puis les juges m'encourageaient, etc. Non, c'était génial, j'ai des amis qui sont venus, bon voilà, c'était top. Trop bien. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu la différence entre une respiration un peu automatique qu'on peut faire naturellement et une respiration optimisée ? En fait, tu sais, c'est un process qui se passe comme c'est les grandes fonctions, enfin, j'allais dire grandes fonctions, les grands principes du vivant, c'est que tu veux acquérir une compétence ou en tout cas améliorer quelque chose, il faut l'entraîner. Mm. Ça, c'est les grands principes de l'entraînement, mais du vivant. Et après, ça d'une devient manière générale. automatique, cette respiration automatique ? C'est ça. Ok. C'est-à-dire, plus tu vas entraîner une certaine manière de faire, et plus elle va se caler naturellement dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents. On peut parler de différentes dimensions dans la respiration. On parle d'une dimension biomécanique, psychophysiologique, biochimique. Donc la biomécanique, simplement, c'est toute ta partie organique, musculaire, osseuse, etc., qui fonctionne, qui doit tes fascias, qui doit fonctionner correctement pour aller à plein potentiel de ta respiration. Psychophysiologique, c'est tout ce qui va être de la sphère un peu gestion des émotions, du stress, etc. Je synthétise. Et la partie biochimique, c'est vraiment la relation avec les gaz. Ouais. Donc oxygène, dioxyde de carbone, oxyde nitrique, etc. Et donc... j'allais dire presque, même si les trois sont intriqués tout le temps, tu vois. Mais faut déjà avoir une mécanique qui fonctionne bien. Donc quand par exemple par ton environnement tu te retrouves trop sollicité, donc trop de stress, et ta respiration ça va la modifier. Elle va s'accélérer. Elle va s'accélérer, elle va être haute, etc. Donc ça change aussi ta biochimie parce que tu es un peu plus en hyperventilation. Il y a moins d'échanges entre l'air et puis entre l'oxygène et le sang. Ouais. Et en fait, tout ça, tout va basculer dans un bon sens, dans un cercle vicieux, dans un cercle vertueux. Okay. Donc la partie biomécanique, elle est importante aussi à travailler, de savoir bien respirer. On a tendance à dire, et je prends un exemple sur la cohérence cardiaque qui est du 5-5, un peu classique, qui régule un peu ton système nerveux autonome entre tes deux systèmes parasympathiques, sympathiques. Et finalement, du 5-5, c'est assez simple. J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes, mais tu peux aussi respirer avec une respiration haute. Et finalement, elle n'est pas efficace du tout. Ouais. Donc, il faut avoir une vraie respiration complète, yogique, etc., qui permettent d'avoir les effets recherchés. Et du coup, même quand tu n'es pas dans la performance, toi, tu sens que ta respiration a changé depuis que tu as modifié le truc, ou c'est vraiment lors d'un effort intense que tu mets vraiment en place cette respiration optimisée? Alors, il y a des profils. Tu vois, par exemple, quand tu es sportif, quand tu es un vrai, j'allais dire un vrai, pas un faux, hein, c'est pas en parallèle, en parallèle du faux, mais c'est quand tu fais beaucoup de sport,
quand tu as un sportif qui a un gros volume, tu as une respiration qui est quand même un tout petit peu plus naturelle, qui est un petit peu plus thoracique. Ok, ouais. Parce que tu es tout le temps, c'est l'idée d'être tout le temps là-dedans, tu vois. Donc du coup, évidemment, elle se cale un petit peu ici. Normalement, on devrait avoir une respiration qui est plutôt ventrale quand on est au repos. Moi, il y a deux choses sur lesquelles moi j'ai senti une différence. La première, elle est très consciente, c'est-à-dire c'est justement prendre conscience de sa respiration, ce qu'on ne fait pas. Non. Vraiment. Je trouve que les gens ne savent pas respirer. Hein. Alors, ils savent pas, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte? C'est déjà c'est le premier levier, c'est d'avoir une conscience de sa respiration. Et moi, je sais que plusieurs fois par jour, instinctivement, je me mets en position méta. Ça dure 5 secondes, hein. Ma respiration, comment elle est. Okay. Donc ça, déjà, c'est un peu, tu sais, en prépa mentale, on parle de météo interne, de se faire un petit focus sur soi, dans quel état je suis. Ok, je suis pas dans l'état que je devrais être pour l'action que je vais faire ou la situation dans laquelle je vais être. Et ben hop, je me reconditionne pour être dans cette situation-là. Et donc ça, c'est déjà la première des choses. Et ça, moi, j'en prends conscience tous les jours. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment que comme je m'entraîne beaucoup et que j'utilise aussi des outils sur la partie biochimie. Ben, je sens que je suis à l'aise sur des exercices où je l'étais peut-être un peu moins avant, où je sens que ma respiration elle est plus performante. Ouais. De toute façon, on reparlera sur le plan sportif. Ouais, on reparlera du lien respiration sportive sur les performances. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui respirent beaucoup par la bouche, justement, et pas par le nez. Et du coup, même, ça crée, tu sais, le mouse brace. Du coup, ils sont comme ça, ils ont pas une mâchoire, c'est tout rentré. Et même, du coup, t'es pas bien, en fait. Alors que juste de bien respirer, déjà, t'ouvres ton corps, ta cage thoracique, et tu te tiens beaucoup mieux, quoi. On peut aller très, très loin. Et quand je te dis très loin, c'est-à-dire que là, c'est une histoire aussi sur et sur des millions d'années et sur des centaines d'années. Donc, on n'est pas sur le même rapport. C'est-à-dire que on a évolué notre organisme et parce que c'est le vivant, c'est comme ça aussi. Hein, on s'adapte. On a le grand principe, le premier grand principe du vivant, c'est l'adaptation. Donc, on s'adapte à notre environnement et on évolue au fil du temps. Mais on évolue normalement sur des millions d'années. Aujourd'hui, il se passe qu'on évolue malheureusement sur des centaines d'années et on n'a pas le temps de digérer ces évolutions. Et ça va vite, tout change très vite. Et ça va trop vite pour nous, enfin pour le vivant, en tout cas pour l'humain que l'on est. Et du coup, on a montré aujourd'hui que notre manière justement de manger, d'avoir des aliments qui sont moins, moins durs. Il y a moins de mâche, quoi. Il y a moins de mâche. Ça transforme notre boîte crânienne et donc nos maxillaires aussi. Notre visage s'affine, devient plus vertical au lieu d'être plus large. Et du coup, ça modifie évidemment notre tissu. Aujourd'hui, moi, pour en discuter aussi avec des dentistes, mais pour lire des articles sur ces sujets-là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui naissent sans dents de sagesse parce qu'il n'y a plus la place d'avoir les dents de sagesse. Et du coup, ça change complètement aussi notre cavité nasale. Et ça change notre manière de respirer. Et ça impacte énormément sur les autres systèmes de notre corps. Ah, mais ça m'étonne pas. On a fait un épisode justement avec une dentiste qui nous disait aujourd'hui tout le monde enlève ses dents de sagesse, mais normalement on devrait tous les garder parce qu'on est censé avoir la place justement de les avoir. Et c'est juste que nos modes de vie font que, comme on l'a dit, ça se transforme très vite. On est encore très archaïque, je trouve, même le cerveau est encore très archaïque sur les habitudes, sur l'alimentation, la survie, les calories, etc. On parle beaucoup de ça. Mais c'est vrai que sur un truc si bête, en fait, si on a des dents, c'est pas pour rien de base, tu vois. Comme un nez, une bouche. Ouais, tout est utile, en fait. Tout est utile. C'est juste qu'il faut bien s'en servir. Mais effectivement, quand on prend conscience de ça, ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs, pour des gens qui cherchent pas forcément la performance, en quoi, justement, la respiration peut aider sur le corps? Tu vois, le stress, on a parlé de stress, mais est-ce qu'il y a d'autres points qui pourraient justement se dire, OK, j'ai besoin de bien respirer, même si je suis pas un grand sportif? En fait, la respiration agit sur plein de domaines. Donc, on parle de gestion du stress et des émotions. On peut parler aussi d'amélioration de sa concentration, de son focus. On peut venir renforcer son système immunitaire. On peut améliorer ses performances. Ça, c'est la partie biochimique. Son sommeil aussi. Son sommeil. On peut venir mettre des protocoles qui vont améliorer améliorer l'accès au sommeil et en même temps amener plus de profondeur dans son sommeil et donc plus de récupération.
La nuit, elle est faite pour ça. On est des animaux diurnes, pour avoir de l'énergie pour la journée qui suit. Et en fait, tout ça, c'est une boucle aussi. Donc voilà, ça laisse des champs d'exploration qui sont très, très larges, quoi. Bah oui, ça m'étonne pas. C'est juste que les gens, aujourd'hui, je pense ils pensent trop respiration pour peut-être les performances. Parce qu'ils voient ils imaginent le gars qui fait son footing et qui souffle, qui inspire et qui souffle. Mais effectivement, ça peut être utile sur toute la vie, au quotidien, quoi. L'aspect là, quand on parle par exemple de et ça vaut justement pas que pour les sportifs, mais aussi pour les sportifs, mais pas que. Moi, j'accompagne aussi des dirigeants justement et de grands groupes qui prennent conscience de ça. Et qui sentent, eux, qu'ils ont vraiment besoin. Ils sont dans la perf, hein, de toute manière. Ils ont les mêmes... mais c'est notre perf, un peu plus mentale. Mais effectivement, ça demande beaucoup d'attention, de cognition. D'attention, de résilience aussi, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui ont du jet lag, qui ont des réunions importantes, qui commencent à 6h du matin, qui finissent à 23h le soir. Et en fait, c'est beaucoup d'énergie aussi. C'est comment moi, je peux aussi mettre en place des outils qui vont me régénérer, même sur des temps très courts. Donc, il y a les micro-siestes, il y a plein de choses qui existent au niveau du sommeil aussi. Mais ça s'accompagne avec la respiration aussi. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport à ça. Des dirigeants qui cherchaient même à respirer. Ouais, ta question, c'était au départ, c'était... Non, je parlais sur la vie quotidienne. Sur la vie quotidienne. Ouais. Donc, tu as tous ces vecteurs sur lesquels on peut agir, donc que j'ai énuméré juste avant. Et ça me revient pas. C'est pas. Mais en gros, tu disais que tu accompagnais justement même des dirigeants qui avaient une vie à 100 à l'heure et qui avaient besoin d'énergie pour éduquer. Du coup, la respiration est on est autant sur le pan régénération que sur le plan dynamisation, activation, et donc du coup la respiration. Oui, c'est ça que je reviens un peu à ça. C'est que effectivement, le pendant c'est pour ça que pour moi, je parlais tout à l'heure de la conscience qui était vraiment l'élément premier, c'est que elle est autonome, elle est invisible et impalpable. Et en fait, elle nous accompagne de la première seconde où on est jusqu'à notre dernier soupir, qui est la fin de notre existence, en tout cas terrestre. Et toute cette période-là, en fait, la respiration est du début à la fin. C'est la seule chose qui est là du début à la fin. C'est vrai. J'allais dire les cheveux, on en a au début, j'en ai plus moi aujourd'hui. Et donc du coup, elle est devenue tellement, elle est là. On n'en prend pas conscience. Ouais. Et on l'a normalisé, quoi. Et en fait, c'est le plus gros atout que l'on a, c'est d'aller jouer avec ça et qui est gratuit. Ouais. J'ai failli manger le micro. C'est l'énergie. Ouais, je suis dans l'énergie. Mais ouais, parce qu'en fait, c'est. Alors, bien sûr, il faut connaître les outils, on peut se faire accompagner. Voilà, il y a des coachs, moi je le suis, mais il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment de plus en plus sur l'aspect à 360 de la respiration et pas que sur le côté zen méditation. Ouais. Qui est bien aussi. Et donc, du coup, ça, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le point de convergence. Et c'est une fois qu'on connaît ces outils-là, même si on peut toujours aller chercher plus loin, c'est gratuit. L'air est à disponibilité, à disposition. On l'a là. Donc, après, ça veut dire qu'il faut un petit peu de temps, mais c'est du temps pour... que tu gagneras après. Comme tout, c'est un investissement, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Mais pour moi, c'est la santé, c'est un investissement. Il ne faut pas le voir comme une charge, quelque chose de négatif. Entre guillemets, je vais perdre du temps. Oui, mais en fait, entre guillemets, le temps que tu perds, je mets vraiment entre gros guillemets, tu vas le rattraper sur plusieurs années, tu vois. Et c'est comme c'est la nutrition. Enfin, il y en a qui, après, ils voient trop en mode négatif. Oh, je vais prendre trop de temps, ça va me prendre trop de temps. Non, déjà, tu as des façons d'optimiser, pas prendre trop de temps. Mais le temps que tu passes à cuisiner, tu vas gagner 4 ou 5 heures dans ta journée parce que tu auras une meilleure énergie, tu n'auras pas le coup de barre à 14 heures, tu seras beaucoup mieux, mais ça, c'est encore dur pour les personnes. Et la nutrition, je trouve que c'est vraiment encore presque plus marquant que la respiration. La respiration, on peut faire des choses qui durent 5 minutes qui ont déjà des effets. Comme quoi, donc. La nutrition, ça prend pas beaucoup de temps. Ouais. Non, il y a plus d'excuses. Le grand principe de l'entraînement, c'est évidemment c'est cette régularité en fait. Ouais. Le volume, tu peux le compter, faut le lisser. C'est-à-dire que si tu fais 1h30 de respiration le dimanche, il n'y aura pas autant d'effet que si tu fais 10 minutes par jour. Ouais. Donc c'est les grands principes de l'entraînement, tu vois. Mais je trouve que c'est pour ça que j'ai trouvé ça passionnant quand j'ai mis le pied dedans, c'est que finalement je me dis ok, tu connais des outils, oui c'est ça que je veux dire par rapport à la nutrition, c'est que la nutrition, si tu manges mal pendant des années, il peut se passer pas grand chose. Ouais. Sauf qu'à un moment donné,
quand ça enclenche, et on sait à peu près, c'est le 40-50 ans, on sait qu'à un moment donné, c'est là que ça commence à arriver. Et quand ça arrive, le problème, c'est que ça enchaîne. Mal, hein, ça fait mal. Et c'est là qu'on... Ah bah ouais, je prends conscience maintenant. Bah ouais, mais c'est les 20 ans que tu viens de faire, là. Tu vois ? Donc, ça va pas se résorber comme ça. Par contre, si on peut mettre des choses en place, ça veut pas dire qu'il faut un truc parfait. Non. Mais si on peut mettre en place déjà des outils, si tu manges d'une manière, moi je suis pas un grand fan des chiffres, mais effectivement le 80-20, tu as 80% qui est hyper healthy dans ta semaine et tu as 20% où tu te fais, c'est même très bien pour ton corps parce que lui, tu lui offres un petit peu de la sollicitation pour qu'il combatte, qu'il se renforce. Mais si tu fais 20-80, c'est mort. Je veux dire, faut pas c'est une surpris, technique quoi. différente, mais effectivement, avec mon copain avec qui on a aussi cofondé Nutripreneur, lui, sur la partie coaching, et lui, il a une méthode qui, justement, montre qu'avec 20% des actions aussi, tu peux avoir 80% des résultats. Ça, c'est la mode Pareto. Ouais, mais donc ça, c'est vraiment le Pareto de la santé, c'est ce qu'il a créé, et ça montre bien que des petites actions ultra personnalisées pour toi peuvent vraiment changer sans devoir transformer ton quotidien, parce qu'on a tous des vies différentes. Quand t'es cadre, quand t'as des responsabilités, t'es père de famille, mère de famille, t'es entrepreneur, en fait, on a des vies à 1000 à l'heure et ça sert à rien de copier un modèle bêtement parce qu'en fait, on est tous différents. Et c'est de vraiment trouver ces actions, petites actions comme ça, cumulées qui font un changement de dingue et qui prennent pas spécialement beaucoup de temps et qui ont des beaux résultats, quoi. Ouais. En fait, évidemment qu'on doit individualiser, personnaliser, ce qui nous correspond, parce qu'il y a plein d'outils qui existent, mais les grands piliers sont communs à tout le monde. On est d'accord. Hein. On est d'accord. C'est pour ça qu'on a un podcast qui s'appelle Corps-Esprit. On donne beaucoup de choses basiques. Et c'est pour ça aussi que derrière, on fait du coaching. C'est qu'on donne les bases pour que la plupart des gens nous écoutent et changent des choses. Et puis après, s'ils veulent vraiment aller plus loin, vous prenez un coaching et vous faites accompagner. Et là, ça sera encore plus personnalisé. Mais effectivement, on est d'accord que les piliers de base, les principes de base sont applicables à tout le monde. On est fait pour bouger. On a les grands principes d'adaptation, de plasticité, que ce soit neuro ou même du corps. On arrive à transformer notre corps en fonction des actions qu'on a, sur du court, moyen ou long terme. Donc en fait, tout ça répond à l'être humain, à qui on est. Mais après, effectivement, est-ce que je préfère en faire le soir ? Est-ce que je préfère en faire le matin ? Est-ce que moi, je préfère faire des 20 minutes ou ça regarde un peu chacun son organisation et comment il se sent. Parce qu'en fait, tout ça, c'est lié aussi à son, j'allais dire, évidemment, corps-esprit. Ouais. Et c'est lié, c'est moi, je me sens bien en faisant comme ça. Ouais, voilà. C'est ça. Et cette subjectivité, elle est hyper importante. Ah, mais effectivement, ça change tout. Et en parlant de tout changer, tu as parlé aussi tout à l'heure de... Moi, maintenant, des exercices que je faisais avant, grâce à la respiration, j'ai amélioré mes capacités. Donc, comment expliquer que juste avec la respiration, sans forcément changer d'entraînement, on peut améliorer ses performances ? Sur le plan performance. Là, vas-y, on va passer sur le plan performance physique. Alors, je rappelle justement, tout à l'heure, je parlais de la différence entre le nez et la bouche. Le nez est donc un vasodilatateur. C'est-à-dire que en respirant par le nez, c'est-à-dire qu'il va déclencher de l'oxyde nitrique. Et ce gaz-là est un vasodilatateur. Donc, du coup, ça va venir dilater un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et en particulier, ça va aussi dilater la partie où lorsque je viens inspirer de l'air et que ça passe par ma trachée, larynx, etc., et que ça arrive aux poumons et aux alvéoles, et cette partie, puisque l'alvéole est la dernière partie avant que ça rentre dans le sang, cette surface alvéolaire va être plus grande. Et du coup, en respirant par le nez, on estime entre 10 et 20% d'oxygène supplémentaire dans son sang que si je respire par la bouche. Oui, forcément, si on agrandit les tuyaux, il y a plus d'air, donc du coup, on respire. C'est ça. Même si, effectivement, par la bouche et par le nez, en volume, on a 50% il y a 50% de différence sur le volume. Mais par contre, on peut prendre beaucoup d'air, mais finalement, si je prends beaucoup d'air par la bouche et puis que, en fait, l'alvéole, la surface alvéolaire, elle est plus réduite, ça fait comme un entonnoir plus fin. Donc, c'est moins performant. Donc, du coup, ça ouvre la surface alvéolaire. Donc, il y a plus d'oxygène qui arrive dans le sang. Et puis, après, ce qui se passe aussi, c'est que avec certaines techniques d'entraînement, en fait, on va venir reculer le seuil de tolérance du dioxyde de carbone. Parce que le dioxyde de carbone est le marqueur, j'allais dire, je vais schématiser un peu, de ta santé respiratoire, mais de ta performance aussi. C'est-à-dire que c'est pas le manque d'oxygène dans ton corps
pose problème, c'est le dioxyde de carbone qui va être le vrai marqueur. Et donc, ce qui se passe, c'est que les échanges extracellulaires, donc mon sang chargé avec cette protéine d'hémoglobine chargée d'oxygène, va aller direction les cellules, puisque le muscle, là, il est en train de travailler, il a besoin. Et là, du coup, va falloir qu'il y ait un échange entre ce O2 et ce CO2. Ouais. Et en fait, il y a un effet d'un scientifique qui date déjà de quelques années, qui s'appelle Bohr, donc l'effet Bohr. Et l'idée que les échanges doivent se faire à égalité. Ok. En gros, c'est ça. Pour maximiser les performances, c'est ça ? Pour pouvoir continuer, absolument. Parce qu'en fait, pour faire simple, c'est que il faut que les pressions entre l'oxygène et le dioxyde de carbone soient à égalité pour qu'il y ait des échanges qui se passent. Si tu arrives à faire tes échanges, c'est que tu continues à ventiler normalement. Okay. Et donc, du coup, si tu hyperventiles, tu évacues énormément de CO2, ta pression descend dans ton corps, et donc, du coup, tu as de la pression d'oxygène parce que tu as pris de l'air, mais finalement, tu n'es plus du tout sur la même égalité entre l'O2 et le CO2. Et là, les échanges ne se font pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Ouais. Et là, ça sature ta performance. Tu ne peux plus courir derrière. L'idée, c'est d'aller reculer cette capacité enfin, cette façon de, enfin, comment dire, tu vas t'entraîner avec des protocoles particuliers pour faire en sorte que tu gardes cet alignement entre les deux pressions. Ouais. Et donc, du coup, tu peux l'entraîner de différentes manières, et tu peux l'entraîner aussi où on va faire en sorte d'essayer, et ça, c'est un petit peu, donc, du coup, c'est ce qu'on appelle des entraînements en simulation d'altitude. Ouais. Bah oui. Et donc, du coup, c'est de dire, OK, eh ben, là, on va continuer à essayer de s'entraîner avec des hauts taux de CO2 aussi. Une façon de s'entraîner. C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, OK, moi, j'ai mon chariot, j'ai mon sled à l'Aerox qui fait 150 kilos, je vais m'entraîner à 180. Ouais. Et ça va être dur. Et du coup, quand je vais revenir sur mon 150, par contre, je suis plus facile. Ouais. Ah, finalement, là, maintenant, j'arrive à faire toute la longueur sans unbroken, quoi. Ouais. Et ben là, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va se dire, OK, on a montré par la science aussi que la fenêtre qui nous permet d'avoir des vraies acquisitions physiologiques, c'est de travailler en hypoxie corrélée à l'hypercapnie. C'est-à-dire que j'expire, je me retrouve en légère hypoxie parce qu'évidemment, de l'air, on en a tout le temps, de l'oxygène dans le corps, et de travailler dans cette zone-là, et puis je me mets en apnée. Ouais. Donc, apnée poumon vide, je travaille à intensité max, le CO2 va monter en flèche, et cette zone-là, c'est une zone critique où il y a des vraies adaptations physiologiques. Okay. Et ça va reculer notre seuil de tolérance et résistance au CO2. Cette phase d'apnée. Cette phase d'apnée. Ok, donc tu conseilles, parce qu'il y en a, je vois des fois aussi qui respirent jamais, par exemple à la muscu ou quoi. Ouais. En fait, il faut juste, déjà, t'inspires avant, apnée, après tu souffles, quoi. Alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, ça, c'est plus un effet mécanique pour venir bloquer, et en plus sécuritaire pour toute ta carcasse, pour bloquer, pour aller envoyer une force très forte. Il faut un point d'appui. Une force, ce qu'on appelle le corps, une force centrale. Ok, donc que ça soit au niveau du plancher pelvien, etc. Et donc ça, tu engages. Mais effectivement, il ne faut pas que tu restes en apnée. C'est ce que j'expliquais aussi, et j'ai entraîné des Geoffrey Voisin justement sur ces exercices-là en aérox, c'est de se dire, OK, quand tu as ton sled et que tu arrives et que tu es déjà un peu fatigué et que tu as un chariot à 202 kilos, si tu veux le pousser, évidemment, tu as de la force un peu dans les jambes, et puis il y a l'adrénaline, etc. Mais si tu restes en apnée pendant cette période-là, par contre là, c'est pas intéressant, surtout en compétition, c'est que le CO2 va monter en flèche, ton cœur, il va monter, et tu vas être obligé de t'arrêter. Ouais. Tu vas être obligé de faire une pause et de souffler pour remettre un petit peu cet équilibre pour repartir derrière. Par contre, si au moment tu pousses ton chariot sur les 20 premiers centimètres parce qu'il faut un point d'appui pour pousser très fort, pour engager la force, oui, et derrière, évacue ton CO2 pour essayer de garder ces pressions entre l'oxygène et le CO2. Oui, en fait, l'apnée, c'est vraiment sur du court terme pour envoyer l'explosivité, et puis après, il faut... Sur la force, oui. Ouais. Sur le travail précis de créer des adaptations au niveau de la tolérance au CO2 ou ta résistance au CO2, là, non. On a des protocoles qui fait... alors, je peux le donner, hein, évidemment, on s'échauffe avant, on y va progressivement, et après, on peut faire un bloc qui est ce qu'on appelle on fait du
c'est quand même un peu du Tabata, hein. On fait du 10-30, Ouais. on fait 10 secondes apnée poumon vide, intensité maximale, on se pince le nez. En général, c'est bien, on peut courir sur place ou à monter de genoux très vite, ou on peut se le faire sur un éco-bike ou des choses comme ça, parce que tu peux garder ta main sur le vélo et puis pincer ton nez. Et tu fais 30 secondes en nasal derrière, que en nasal. Et tu répètes 5 fois ça. Ah ouais. Donc ça, tu pourras tester. Ouais, je vais tester parce que c'est violent, mais je sais que la Et respiration. tu vois tout de suite les effets, hein, assez rapidement, tu vois les effets. Évidemment, il faut répéter, c'est comme tout. Hein, si tu le fais une fois toutes les 3 semaines, il va pas se passer grand-chose. Oui. Tu te dis, OK, une fois dans ma semaine ou 2 fois dans ma semaine. Moi, je sais que je le mets dans mes protocoles aussi d'échauffement. Alors, pas, mais fin d'échauffement, je mets des choses comme ça pour aller aussi complètement ouvrir voilà, mon énergie, la préparer à être dans Trop ces... stylé. Donc, dans cette ok, bah, biologie. ceux qui nous écoutent pourraient tester ça. Moi, je vais Voilà. tester aussi. Est-ce que du coup, ça, c'est des techniques que tu donnes, par exemple, aux sportifs de haut niveau, ce que ceux que tu as accompagnés? En fait, qu'est-ce qui change entre un sportif, on va dire, pas lambda, mais un sportif de classique, ouais, enfin, dire classique lambda, et un sportif de haut niveau? C'est la façon de s'entraîner, c'est le volume, c'est quoi qui change? Alors, moi, par expérience, je trouve qu'il y a, et je m'en suis rendu compte il y a quand même déjà quelques années, hein, il y a pas mal d'années, c'est que la différence entre un sportif de haut niveau et je parle sportif de haut niveau, ça veut dire, je m'entends, je ne dis pas sportif professionnel. Parce que sportif professionnel, ça indique qu'il est payé. Il y a des sportifs de haut niveau qui gagnent très peu d'argent dans certains sports. Et le sportif amateur, c'est cette capacité, c'est plus sur un plan mental, c'est cette capacité à pouvoir s'entraîner 2 fois par jour, par exemple. 2 fois 2 heures. C'est pas de le faire, une semaine ou de le faire. Sur le long terme. C'est faire une carrière où on s'entraîne 4 heures par jour. Et c'est pas si évident que ça. Il faut savoir récupérer. Hein. Faut savoir récupérer, mais il faut avoir un mental qui permette de se dire, ok, je me lève et ce matin, je vais encore mettre de l'énergie et je vais encore mettre mon corps à épreuve. Ouais. Et ça, c'est pas si évident que ça. Et moi, je suis hyper admiratif du sportif de haut niveau pour ça. C'est avoir cette capacité. One shot, ça c'est simple. Mais faire une carrière, c'est pas pareil. Oui, parce qu'une carrière, c'est quoi, 10, 15 ans, 20 ans? Ouais, c'est ça, selon les sports, c'est 10-15 ans. Mais, et puis le corps, et puis le sport de haut niveau n'est pas un sport... je vais un peu peut-être hérisser le poil de certaines personnes, mais le sport de haut niveau n'est pas un sport santé. Hein. On est bien d'accord. Le corps, on le met dans des endroits où lui, il aime l'équilibre. Donc là, plus on le sollicite comme ça. Bon les amis, rapide pause pour vous rappeler que vous avez 20% sur votre première commande de nutripreneur.com pour améliorer votre santé, booster votre santé avec ses compléments alimentaires. Donc profitez-en, le code c'est corps-esprit 20. Et si vous voulez qu'on parle de votre transformation physique et mentale, réservez directement en description aussi un créneau pour parler à moi-même ou à un membre de l'équipe et on verra comment, grâce au Pareto de la santé, on peut vous accompagner sur votre santé. Moi, je trouve qu'on prend de plus en plus conscience que c'est pas un sport santé. Parce que même aujourd'hui, pour des personnes, en plus, bon, on va dire que les sportifs de haut niveau sont quand même accompagnés, ils ont des gens de tous les milieux pour justement maximiser la récupération. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens, je trouve, qui veulent s'entraîner comme des sportifs de haut niveau, mais qui n'ont pas justement la bonne phase de récupération derrière et du coup qui se crament. Et c'est ce que je répète souvent, c'est que on vit quand même dans un monde où on est de plus en plus stressé. Les gens ne ressentent pas du stress, mais le sport reste un stress, le travail reste un stress. Et si on ne compense pas assez avec assez justement de nutriments, de la performance, de la récupération, eh bien en fait, le corps, au bout d'un moment, il n'en peut plus, quoi. Donc on est jeune, on tient, et comme tu dis, à 45 ans, après, on se dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens qui agissent un peu comme des sportifs de haut niveau, qui font beaucoup de challenges et tout, c'est trop bien. Mais derrière, il faut savoir compenser. Et je trouve que c'est pas encore ça. Les gens font plein de choses. Même moi, la première, je peux parler de mon expérience où là, je me suis mise à l'athlétisme. Je fais du sprint, en plus de la muscu. Au début, je faisais même des fois 2 séances par jour. Et encore, je suis dans la santé, donc je faisais en sorte de bien récupérer. Et un jour, je me dis, ouais, mais là, je crois que en fait, tu récupères pas assez. T'as ton taf, tu travailles. Moi, en plus, je suis tout le temps en mouvement. Je suis toujours debout. Je travaille debout. Je fais plein de trucs. Je m'arrête jamais. Je m'assois jamais, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, par exemple, j'avais pas assez de gras. Et le gras, c'est vital, tu vois, surtout quand t'es une femme. Et j'ai dit, OK, en fait, j'ai doublé mes entraînements, mais j'ai pas doublé forcément bien ma récupération, malgré ce que j'essaie de faire. Et en fait, à petit feu, ça peut causer des petits déséquilibres hormonaux, de santé, etc. Et une personne qui n'est pas consciente de tout ça, va faire, mais au bout d'un moment, elle va s'épuiser, quoi. C'est absolument... Et t'as indiqué un mot qui est pour moi le plus pertinent, c'est que c'est à petit feu. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps est très bon pour des choses aiguës.
Donc on peut faire quelque chose à intensité si tu dis ok bah là moi j'ai un Aerox dans 6 semaines et je vais faire au moins 3 ou 4 fois dans ma semaine je fais double entraînement. Il faut un peu y aller progressivement, mais oui, pas de problème. 6 semaines, ça se tient, il y a pas de souci. Par contre, si tu te dis, bah, ça fait 2 ans que je m'entraîne comme ça, mais c'est normal, tu vois, évidemment, à un moment donné, et ça peut, malheureusement, en plus, le corps est quand même bien fait pour donner des petits signaux, Oui. mais si on les écoute pas, on se dit, ouais, ok, moi, je suis plus fort, ouais, ça va, je peux. Ben, en fait, à un moment donné, la chute, elle est violente, Elle est quoi. violente, ouais. Et c'est un peu ça le burn-out, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on est sur une surcharge, soit mentale, physique et ou les deux. Et on a des petits marqueurs, mais si on fait pas attention et qu'on s'estime plus fort que les autres, à un moment donné, la chute, elle est violente, quoi. Ouais, bah, justement, l'Aerox, je devais en faire un, là. J'avais que 1 mois pour me préparer. Donc, quand tu fais de la muscu, t'as l'athlétisme, parce que j'avais aussi des compétitions. Et l'Aerox, je me suis dit, ouais, ça fait quand même beaucoup. Après, je me suis dit, allez, ok, c'est un challenge, 1 mois. Bon, finalement, j'ai pas pu le faire parce que les dates, ça allait pas. Mais c'est sûr que tu te dis, avec tout ce qu'on fait au quotidien, toute la charge mentale même qu'on a au quotidien, c'est compliqué d'encaisser tout ça, même quand tu essaies de récupérer. Enfin, le corps est fort, mais comme on l'a dit, sur la durée, il va falloir vraiment faire un maximum. Ouais, moi, je suis parti d'un principe, alors il est très personnel. Au début de ma carrière de préparateur physique, quand j'ai commencé vraiment à être au contact de personnes que j'entraînais, mais qui faisaient les Jeux Olympiques dans leur équipe nationale. Donc, on était au plus haut niveau mondial. Ouais. Et j'ai compris que la sphère psychologique dans l'accompagnement, elle était fondamentale. Ah oui. Pour avoir en tout cas l'adhésion des joueurs, etc., et qu'ils puissent investir dans le projet. Et puis après, c'était de se dire, OK, alors moi, je viens des sports co et j'étais dans les sports co. Donc, c'est peut-être encore un peu différent de sport individuel. Voilà, je mets un petit guillemet là-dessus, mais c'est de me dire, je préfère qu'ils soient un tout petit peu en dessous de ce qu'ils peuvent faire au maximum, parce que je sais que la sphère mentale, ils l'ont et qu'ils vont aller gratter les choses qui manquent. Que de se dire, OK, là, je pousse le curseur. Donc nous, et je reviens, j'étais sur des sports co, c'est-à-dire avec compétition tous les week-ends. Bah oui, Je pousse le curseur et finalement, ils arrivent cramés. Et là, quand t'es cramé physiquement, tu peux essayer avec la tête, c'est mort. Le corps, il va pas y aller. Alors que s'il te manque un tout petit peu, ça veut pas dire qu'il faut pas aller repousser, hein, mais de faire attention quand on est un peu sur ce fil de sollicitation, c'est un peu un fil rouge, tu vois, où tu bascules d'un côté ou de l'autre. Et donc, du coup, il faut le regarder à la semaine, à la séance, à la semaine, à la saison. Ouais. Voilà, de se dire, OK, comment je gère un peu toute son énergie comme ça. Et finalement, moi, je sais qu'il y a des joueurs, et ça, on l'a tous vécu soi-même, ou en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu avec les teams avec lesquels j'ai travaillé, c'est que en plus il y a des joueurs qui sont d'entraînement, il y a des joueurs qui sont de match, donc en semaine ils lèvent un petit peu le pied, et puis quand ils arrivent le week-end, ils donnent tout, et ils sont très très bons, quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant, un petit cran en dessous physiquement, mais pour pas cramer le mental, pour être sûr que le mental va aussi reprendre, enfin, comme tu l'as dit, reprendre le dessus pour que le physique suive. Donc toi, tu es presque la série de trop. Ouais. Tu dis, OK, attention dans mon volume d'entraînement. Ouais. Est-ce que je fais des séances qui sont trop longues? J'ai eu le cas justement où sur un projet que je récupère moi après. C'est-à-dire qu'on vient me solliciter pour récupérer un projet qui avait été commencé au départ, et finalement le groupe avait travaillé énormément en temps dans ces séances d'entraînement. Donc, du coup, il y avait eu une fatigue aussi, et mentale, mais physique aussi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai dit, OK, bah, maintenant, on va pas dépasser, je sais plus à l'époque, c'était des séances qui duraient 2 heures, 2 heures et demie. Je dis, bah, nous, on va te diviser par 2. On va faire des séances d'1 heure, 1 heure et quart. Mais beaucoup plus qualitative. Et qualitative, et avec les temps de récup. Et on va enlever les charges, et on va faire que de l'explosivité, et du travail de corde, et des escaliers, des machins. Et finalement, évidemment, la transformation était radicale. C'est-à-dire, on fait une deuxième partie de saison qui est juste exceptionnelle. Mais parce que la première partie, alors, elle était très bien, sauf qu'elle était trop longue. Ouais. On fait pas toute une partie, toute une demi-saison en travaillant de cette manière-là. Par contre, toute la pré-saison, ça c'est un peu dans les sports co, on a une grosse partie de 1 mois et demi, 2 mois de travailler avec le groupe quand on n'est pas encore en compétition, de se dire, OK, là, on peut se permettre d'être sur ce développement-là, où on cherche beaucoup, où on va fatiguer. Ouais, mais voilà, sur une courte période. Une courte période, pour après avoir cette surcompensation. Ouais, mais je trouve que les choses ont changé et évolué, et tant mieux. Enfin, je donne une anecdote. Du coup, moi, depuis septembre, fin septembre, je fais de l'athlétisme, du sprint. Et en fait, il y a 2 entraîneurs
Et en gros, il y a mon entraîneur sur le cours qui a été entraîné par celui qui fait le long. Et en gros, il disait, nous, à l'époque, et ça a bien changé, on faisait des séances vraiment de bœuf, et il dit, on n'en pouvait plus, les gens, ils vomissaient, on commençait à 13, on finissait à 3. Et tu te dis, mais avec le recul, tout ce qu'on sait, mais maintenant, jamais je vous préfère une séance comme ça, parce que ça a aucun intérêt. C'est même contre-productif. Tu crames tout le monde, et après, t'as plus les capacités et physiques et mentales. Et heureusement que ça change, les mentalités changent, et la vision un peu plus court, ok, mais ça reste qualitatif, on récupère bien, et on comprend qu'il n'y a pas que l'entraînement, mais aussi la récupération qui est importante dans la performance, quoi. Ouais, tu vois, moi, je commence à être un peu, entre guillemets, un ancien. Moi, je me suis formé vraiment, je suis vraiment commencé à rentrer dans le monde du sport, en tout cas dans le monde du coaching, au départ avec l'armée. On est en 2000, on est en 1900, on est en 1997-98. Okay. Je n'étais même pas né, hein. Voilà, il y a 27 ans. Mais il s'est passé un monde en 27 ans, mais on sait tellement de choses. Mais l'entraînement avant, c'est l'entraînement moderne, c'est moderne. C'est-à-dire que il y a pas si longtemps. Alors, moi, je trouve là où c'est intéressant, c'est qu'il faut pas renier ce qui était fait avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites d'une manière très empirique et qui sont pas inintéressantes. Et d'ailleurs, où on mène il y a eu des recherches dessus, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, on va affiner, on va dire, ok, ça c'est trop en volume. Ça, faut plutôt le faire différemment. Je prends un exemple. Zatopek, je sais pas si ça te parle. Non. Zatopek, c'était le plus grand coureur dans les années, alors j'essaye de pas de dire de bêtises, 50-60. Okay. Et il faisait de l'athlétisme. Et lui s'entraînait d'une manière très particulière. Il faisait des 400 mètres en apnée jusqu'à tomber. Et il faisait des tours et des tours et des tours comme ça jusqu'à tomber. Mais il était imbattable. Mais évidemment que là, il poussait jusqu'à tomber par terre. Ouais. C'est-à-dire que c'est trop. Ouais. Il faut affiner ça. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas le même recul. On n'avait pas le recul et lui se sentait, il avait besoin de faire ça. Et du coup, il y a eu plein... Parce que tu sais, le monde de l'entraînement, tu as deux chemins possibles. Et les deux sont intéressants. C'est-à-dire que je prends des protocoles que la recherche a montrés et je les mets sur le terrain pour voir si ça fonctionne. Ouais, faut et expérimenter. puis, dans l'autre sens aussi. Je teste des choses un peu empiriques sur le terrain et puis après, on regarde si effectivement ce qui se passe, pourquoi ça marche. Et il y a pas mal d'entraîneurs qui testent des choses. Ouais. Mais c'est bien, il faut aussi. Bien sûr. Parce que les études scientifiques, c'est bien, nous aussi on s'en base, mais il y a aussi l'expérience derrière qui est importante. Le terrain, c'est... Voilà. Mais est-ce que du coup, il y a des marqueurs que tu observes pour la récupération, le rythme cardiaque, cohérence, des choses comme ça Ouais, tout ça s'en est. Moi, je trouve que... moi, j'ai un avis aussi assez tranché de manière générale sur ça, c'est que c'est bien d'avoir des datas. Faut savoir à quoi ça nous sert et ne pas se faire envahir par ça, parce que je trouve que ça peut être aussi très énergivore et chronophage. Ouais. Je reste longtemps, je regarde, et puis après, c'est les datas qui me dictent ce que je dois faire. Moi, ça, je mets un bémol là-dessus. Je trouve que c'est juste un support pour pouvoir guider sa stratégie. Et puis la deuxième chose, c'est cette partie très subjective de son ressenti à soi. On peut à un moment donné, et j'en parlais encore ces derniers jours, et sur la nutrition et sur le sommeil, c'est-à-dire que je peux avoir dormi que 4 heures et me lever, je suis en pleine forme, et j'ai dormi 7 heures et je me lève et je suis cassé parce que peut-être que je me suis réveillé au milieu d'un cycle et que c'est dur d'émerger le matin, alors que 4 heures, j'étais juste à la fin d'un cycle et en fait, je me réveille, je suis bien. Et donc voilà, c'est pas tout le temps le truc. Et la nutrition, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que tu t'entraînes, il y a des petits effets retardés et il y a des moments, tu as plus faim. Ouais. Moi, je sais que je compte pas mes calories. On me demande souvent, est-ce que tu comptes ? Non, par contre, moi, j'ai des grands principes. Jamais de produits transformés. Je mange beaucoup de légumes. J'adore les légumineuses. Voilà. Et je sais que je peux me permettre, de temps en temps, ok, je mange plus. De temps en temps, un peu moins parce que j'ai moins faim. Et je suis sur une adaptation comme ça, perpétuelle. Et puis, du coup, je le vis bien. Et voilà. Non, mais je suis d'accord que c'est vrai que si t'as trop de data, tu vois, même moi, je traque mon sommeil avec une bague connectée. Et je sais qu'il y en a certains où ils vont regarder, ils vont dire « Ah, j'ai fait une mauvaise nuit, donc toute la journée va être pourrie. » Exact. Moi, je regarde pas, ou à la limite, si vous avez ça, vous regardez le soir avant de dormir. Comme ça, vous savez que ça va pas impacter. Mais effectivement, comme tu dis, au milieu d'un cycle, en fonction du si t'as mangé un peu trop tard, absolument. Eh bien, ça, tout peut jouer sur la qualité. La quantité est importante, mais la qualité encore plus. C'est pas parce que tu dors 8 heures que tu dors 8 heures de qualité. Il y a plein d'actions à mettre en place
pour justement améliorer ça. Ouais. Donc effectivement, ça évite aussi un matrixage. Mais je trouve que tu vois ce que tu fais, c'est bien, mais c'est pas évident pour tout le monde parce que parfois, si on s'écoute trop, on sait pas si c'est de la flemme ou si c'est vraiment le corps qui demande, tu vois. Je pense qu'il y a aussi de l'entraînement. À force, tu te connais, tu sais, Oui. mais il faut faire attention à ça. Je trouve qu'il faut avoir un juste milieu entre les datas, ça aide, et en même temps, si tu t'écoutes trop, bon, faut trouver le juste milieu. Exactement, c'est un équilibre entre Ouais. les deux. Ouais. Mais c'est avec le temps, de toute façon, ça se Ouais. fait et il n'y a pas de Puis, raison. ouais, puis il y a des. Moi, je m'appuie sur des grands principes et après, justement, je navigue avec ces Ah deux ouais, c'est choses-là. trop bien. quoi. Ouais. Ouais. Et autre point sur la performance, on parle beaucoup par exemple du froid, du chaud. Toi, tu pratiques ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement les techniques du froid et le chaud pour les performances? Bah, là, il y a pas mal de choses qui sont en train de sortir avec le show, justement, de faire des saunas post-séance, post-training, qui vont aussi améliorer son endurance fondamentale, sa VO2 max, etc. Là, d'une manière générale, c'est qu'en fait, et on en revient toujours un peu au grand principe qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que quand je vais, ça c'est pour introduire, hein, mais à partir du moment où je vais mettre le corps dans des situations un peu extrêmes, là en particulier c'est les températures, ou dans le froid ou dans le chaud, et ben le corps, son homéostasie va rentrer en jeu et il va avoir et des adaptations, et les adaptations vont se créer. Et donc du coup après le froid a plein de vertus aussi, le chaud en a aussi, c'est un peu plus je sais pas si c'est plus challengeant, mais en tout cas c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller s'entraîner dans du chaud. Encore que les températures sur la planète sont en train d'augmenter, et donc du coup, et je fais la parenthèse, mais là jusqu'à il y a une semaine, j'entendais que la ville la plus chaude en France depuis le début de l'année, c'était, enfin pas la plus chaude, la plus ensoleillée en France, c'était Calais quand même, devant Nice. Donc c'est quand même, on voit quand même, ça fait un peu, ça replace un peu le débat, mais et donc du coup, le froid a énormément de vertus, et justement un peu comme la respiration. C'est pour ça que Wim Hof il s'appuie sur ces piliers-là, entre respiration mentale et le froid. Moi, j'invite. Alors, j'entends souvent la personne classique qui va sortir. Oui, mais moi, de toute façon, je suis frileux ou je suis frileuse. Oui, il y a une différence de température entre l'homme et la femme déjà, d'une manière générale. Les femmes sont un tout petit peu plus fraîches que les hommes, et en général, c'est pour ça qu'on s'assemble bien. Oui. On se complète bien. On se complète bien. Maintenant, le froid, tout le monde peut aller dans le froid, accompagné, justement, avec des personnes qui savent comment on accompagne dans ces outils-là et dans ce type de sollicitation. Et du coup, et sur la performance, ça a des impacts sur la récupération. Mais par exemple, je donne un cas de figure quand j'ai des athlètes qui sont en pré-saison, on fait double séance par jour et on enchaîne comme ça tous les jours. Là, le froid, il est vraiment utile parce que là, je vais vraiment vouloir accélérer la récupération. Je suis pas dans une contrainte temporelle comme ça. Pas forcément d'utiliser le froid pour la récupération. On peut laisser le corps utiliser son système naturel pour venir récupérer. Ok. Voilà. Ouais, tout est contextualisé comme ça. Si j'ai besoin d'aller très très vite parce qu'il y a une échéance, ok. Et moi, quand je fais de double entraînement par jour, je parle pas pour moi, mais en tout cas pour mes athlètes, t'intègres ça et qu'on est pendant 6 semaines comme ça, ou en tout cas il y a 3 ou 4 semaines où ils ont double entraînement, il y a le sommeil, il y a les siestes, on intègre tout ce qu'on peut intégrer pour que le lendemain, la séance, ça soit qualitative. C'est pour qu'ils arrivent et qu'ils marchent avec des béquilles parce que c'était trop dur hier et qu'il faut plus de temps pour avoir la récupération. Non, ça, c'est pas, même si on intègre quand même des phases de repos. Mais donc là, moi, je mets du froid sur ça, par exemple. Et du coup, tu fais quand même des saunas aussi? Sauna, pour mes athlètes, j'ai jamais trop fait, mais pour moi, j'en ai fait pas mal l'année dernière parce que j'ai eu la possibilité de le faire. Et du coup, je faisais quasiment sauna tout le temps, 15 minutes. Je faisais 10 minutes. 10 minutes après de sauna. Et c'est amusant, c'est que là, je lis des choses justement sur ça, sur les bienfaits de faire du sauna post-séance. Ouais. Oh, mais rien que pour, comme tu dis, même la détente et tout. Alors, évidemment, il y a tous ces aspects-là. Ouais. Les aspects relaxation. Ouais. En fait, comme mais tu ça a des aspects aussi sur la physiologie. Ouais. En fait, le chaud et le froid, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, parce que des fois, on met en concurrence, c'est comme le corps et l'esprit. Tu peux pas les mettre en concurrence. Les deux sont compatibles, c'est juste qu'il faut utiliser soit le chaud, soit le froid, selon certaines situations. Ou les deux.
Ou Il y a les deux. les techniques scandinaves Oui. de faire du chaud-froid. Bah moi, dans ma salle, j'ai un sauna et un bain froid. Généralement, c'est ce que je fais. Je fais Ouais. sauna, bain froid, Ouais. je fais des petites alternances. Mais Ouais. ça, c'est trop bien. C'est génial. Mais bon, tout le monde n'a pas la possibilité. Mais si vous pouvez, de temps en temps, vous allez dans des spas, vous pouvez faire sauna, bain froid, et ça fait du bien, quoi. Douche froide, douche Ouais, ou froide, douche douche froide, chaude. oui, hein. c'est vrai. Ça marche. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai, pas besoin d'avoir un bain froid. Chez soi, on peut faire. Hein. C'est juste que oui, forcément, l'eau froide sera moins froide, mais ça fait toujours l'option Ouais. froid, quoi. Ouais. Parce que le bain Ouais. froid, moi, je crois qu'il est à 8 degrés. Et je crois qu'une douche, c'est quoi, 15 si c'est froid? Bah ouais, c'est bon. De toute façon, c'est un c'est peu toujours différent ça, parce c'est que, toujours- mais c'est toujours mieux que Ouais. de ne rien faire. Et ça peut aider sur la récupération, sur la relaxation, Absolument. et même sur le stress. Hein. Quand t'es Ouais, trop stressé. et puis ça apporte sur le plan psychophysio justement, c'est que je dis pour les gens qui peuvent démarrer ces techniques-là, c'est que de rester 30 secondes sous une douche froide, ça va tellement amener aussi, ça va amener une adrénaline aussi, tu vois. Mais ça amène de la confiance en soi, il y a plein de choses qui viennent se greffer juste après où on est content d'avoir réussi. Puis il y a une énergie qui vient remonter un peu en effet rebond comme ça. Donc il y a challenge, l'aspect ouais. récupération physiologique, mais l'aspect psycho, il est puissant. Ouais. Il est vraiment puissant d'ailleurs. Ah bah, on le On le ressent tout de suite. Mais, hein. Et puis on le c'est ressent tout de suite. Hein. important. Quand tu le fais, j'imagine que. Ouais, t'es requinqué, quoi. Ouais. Mais, et du coup, si on devait donner un peu des routines pour les personnes qui nous écoutent sur la respiration, ce serait quoi un peu tes petits hacks pour mieux respirer? On t'a parlé tout à l'heure de la technique. Bon, ça, c'était un peu plus violent de se pincer le nez Ça, et c'est une tout. technique vraiment pour la performance. Moi, déjà, la première des choses, c'est que ce que je fais moi un peu naturellement, là, c'est, on parlait de conscience. Ouais. Donc déjà, c'est de se dire, OK, je vais essayer 1, 2, 3 fois dans ma journée. Alors peut-être que je peux mettre un petit Un petit timer. un petit timer et de me dire, je me pose et je prends 1 minute. Ouais, donc rapide. Je prends 1 minute et je me mets en position méta et j'analyse, j'observe ma respiration. Ok. Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est rythmée? Est-ce qu'elle est ventrale? Est-ce qu'elle est thoracique? Bref, on peut vraiment. Est-ce que je sens que je prends beaucoup de volume ou pas? Est-ce que l'air est frais? Je sens l'air chaud ressortir. On peut être sur plein de sphères différentes, mais en tout cas, on peut l'observer, sa respiration. Et déjà, à partir de là, on va avoir un premier constat. Et ça va engager à vouloir faire quelque chose si à un moment donné, on sent qu'on a une respiration, ce qu'on appelle dysfonctionnelle. Ouais, justement, j'allais te dire comment on sait que notre respiration n'est pas forcément bonne. Alors, une respiration, alors, je vais plutôt aller dans le sens d'une respiration fonctionnelle. Oui. Elle doit être plutôt lente, Ok. ventrale. Ok. On doit ressentir, et ça c'est amusant parce que, enfin c'est amusant, c'est un vrai petit point sur lequel vous allez, en tout cas tous les auditeurs vont pouvoir un peu se mettre en application de cet exercice, c'est que on doit avoir une légère rétention, c'est-à-dire une légère apnée après l'expiration. Ok. Très légère. Okay. On reprend pas l'air tout de suite. C'est pas j'expire, tac, j'inspire. Par contre, en général, j'inspire et l'expiration elle vient tout de suite. Par contre, à la fin de l'expiration, il y a un petit temps de latence comme ça. Hop, et j'inspire après derrière. Okay. Ça montre aussi qu'on a plutôt une respiration fonctionnelle. Ok. Je me rends compte que dans la journée, devant mon ordinateur, je me retrouve en apnée. Ça, c'est des petits signaux aussi. J'ai la bouche ouverte, en train d'écouter quelqu'un. Normalement, elle devrait être fermée. Notre respiration, elle peut être partiellement dysfonctionnelle ou totalement dysfonctionnelle. Et puis, il y a des tests qui nous permettent de mesurer, qui sont assez simples. Par exemple, un test de Bolt, qui permet, c'est le Body Oxygen Level Test, qui permet de mesurer justement son seuil de tolérance au dioxyde de carbone. Okay. Donc, qui mesure un peu sa biochimie, mais c'est un peu aussi notre capacité à être essoufflé. Donc, si j'ai un test qui est très bas, ça veut dire que j'ai monté 2 marches et je suis déjà... Ouais. Ça, c'est un test, du coup, aussi, les escaliers? Non, c'est pas un test forcément, là, les escaliers. Non, mais je me dis, il y en a qui pourraient se dire, je suis essoufflé, 3 escaliers. C'est amusant parce que tout un... C'est peut-être un mythe. Non, mais tout une réflexion que moi j'ai eue très tôt quand je suis rentré dans le monde de la respiration, c'est de me dire, OK, il existe plein d'exercices, il existe plein de tests aujourd'hui, mais en fait, il existe aussi une énorme page blanche où finalement, je peux construire aussi, moi, mes protocoles
où je peux construire par exemple, j'ai 10 escaliers chez moi, voilà, marches, ou peu importe, j'ai des marches, j'habite à Montmartre, ou j'habite dans un endroit où, du coup, tiens, je vais me le faire avec 2 sacs dans les mains, et puis peut-être que j'ai une montre connectée, je vois mon rythme cardiaque, et je vois comment je suis essoufflé, ma ventilation, je la prends en bas, je la prends quand je suis en haut. Enfin voilà, on peut se construire nous-mêmes nos propres tests pour voir un peu après si effectivement où j'en suis, si je mets des exercices en place, où j'en suis après. Ça, on peut totalement normer Ouais. et se construire ses propres tests aussi. Mais ça, le test de Bolt, c'en est un. Les escaliers, non, c'en est pas un de manière. Enfin, Mais c'est j'en quand même un connais pas. indicateur, toi, pour toi? De quoi? Est-ce que pour toi, c'est un indicateur si quelqu'un. L'essoufflement, c'en est Ouais. un. Ça, c'est. Ok. Ouais. Oui, parce que tu Oui, dis oui. 10 marches, t'es pas censé être essoufflé. T'es pas censé être essoufflé. Ok. Non, ça peut être bien parce que c'est un test facile qu'on peut faire. Absolument. Ok. Absolument. Si tu montes 10 marches et que tu as tes courses dans les mains, au pire, ou tu prends toujours un peu la même charge dans les mains et que tu arrives là-haut, tu es obligé de t'arrêter, de poser. Ouais. Peut-être que c'est pas normal. Mm-mm. C'est un peu trop tôt. Ouais. C'est que tu as une résistance qui est trop faible. Ouais. Et comme ça, c'est relié aussi à tout notre système d'une manière générale, tous nos systèmes internes. Non, il faudrait travailler sur celui-ci puisque celui-ci est en connexion de tous les autres. Ok, donc lente, il faut un petit peu d'apnée. Ouais. Lente, plutôt ventrale, Ouais, ventrale. avec une légère rétention à l'expiration. Ça, c'est déjà bien. Ok. Et normalement, sa fréquence respiratoire, c'est-à-dire son nombre de cycles d'inspiration-expiration sur 1 minute, devrait se situer entre 8 et 12. Ok. Donc ça, c'est simple à faire. C'est pareil. Je prends mon chrono, je le démarre et je compte que mes expirations. Je change rien. Ouais. Je ferme les Il yeux, faut je être respire. naturel parce que des fois, quand on prend conscience, parfois on change Absolument, aussi. absolument. Donc on essaye de rester dans quelque chose de normal. Et puis on compte. Et ça, c'est un vrai marqueur aussi de sa fréquence respiratoire, est un vrai marqueur aussi de sa santé respiratoire et d'une manière générale de sa santé globale. Et du coup, quand on est au-dessus de 12, 13, 14, c'est encore correct. Au-dessus de 15, ça commence à être pas très bon. Et puis encore au-dessus, 18, 20. Et évidemment qu'il y a des personnes qui ont 20, 22, 24 cycles respiratoires par minute quand on n'est pas en effort. À l'effort, évidemment. Ah ouais. Et c'est pas normal. Ouais, c'est chaud. Là, on se parle, normalement, on devrait être. On se parle, il y a un peu de passion dans ce qu'on dit, donc c'est normal, il y a un peu d'action. On devrait mais bon, on n'est pas 12 essoufflé, quoi. On n'est pas essoufflé, on doit être entre 12 et 15, c'est bien. Ouais. Et plus on va entraîner, et plus on va faire descendre aussi cette fréquence respiratoire au repos. Ouais. Et donc, quand par exemple on fait du 5-5 qui est corps cardiaque, ça correspond quand même à un chiffre 6 sur 1 minute. Ouais. Oui, donc. Là, on devrait être entre 8 et 12. Ouais. Ça, c'est un peu la fourchette d'une santé respiratoire. Bonne, classique. Bonne, ouais. ouais. Ok. Est-ce que tu recommandes, pour tout ce qui est respiration, parler de nez, de bouche, justement, et on voit que c'est un peu la mode, là, les bandes sur le nez pour aider à respirer. Il y en a qui se mettent même la nuit des scotch pour pas pour pas respirer avec la bouche. Est-ce que ça, c'est des outils que tu utilises, que tu recommandes? Alors, moi, j'utilise pas. C'est normal, t'es tellement. Non, j'utilise pas, mais je pourrais. Enfin, voilà, on n'est pas parfait, tu vois. On a tous des petits mais bon, trucs. vu que déjà tu gères bien ta respiration, pour toi, c'est pas utile. En tout cas, moi, j'ai pas repéré que j'en avais besoin. Le scotch sur la bouche, je trouve que c'est un outil qui est intéressant parce que de toute manière, pour les avoir essayés aussi, puisque j'ai voulu aussi, j'ai testé aussi à l'effort. Ouais. Tu vois, est-ce qu'il y en a qui existent, ce sort de mousse tape. Ok. Comment dire, ça ferme ta bouche, mais si tu veux l'ouvrir, tu l'ouvres. Ok. Donc déjà, il faut se dire, t'es en sécurité. C'est pas un truc où je peux vraiment plus l'ouvrir. C'est pas comme ton scotch, quoi. C'est pas comme mon scotch. Ouais. Moi, j'ai mis du Chatterton exprès pour qu'on le voit, mais c'est pas du tout l'idée de mettre du Chatterton. Et du coup, quand tu mets ça, si t'as envie de parler et t'as envie d'ouvrir la bouche, tu peux. Ouais. Donc ça veut dire que quand t'es T'inquiète. quand tu es dans ton sommeil et que tu sais que toi, tu as par exemple des apnées du sommeil ou que tu dors la bouche ouverte parce que le matin, et c'est pas une fois, parce que moi ça m'arrive le jour où je suis très fatigué, je me lève le matin, j'ai la bouche ouverte avec un peu de bave, machin, bon c'est pas très glam, mais la bouche bien sèche. Ça arrive, ça arrive exceptionnellement, mais ça arrive. Par contre, si tu sais que toutes les nuits c'est comme ça, tu te réveilles, tu as la bouche ouverte ou tu es réveillé plusieurs fois dans la nuit parce qu'à un moment donné, tu respires par la bouche, le nez prend pas le relais et que le cerveau, c'est un des moyens qu'il a pour que tu restes en vie. Ouais. Mettre le scotch va un peu inciter ton cerveau à essayer de passer par le nez. Ouais.
parce que c'est ça qui est une bonne respiration. Il a pas le choix, oui. Mais à un moment donné, si on, de toute façon, c'est ce que j'expliquais, il a plein de portes de sortie. Si le nez, ça fonctionne toujours pas, il va quand même essayer d'ouvrir la bouche. S'il sent qu'il est un peu embêté, bah finalement, il va te réveiller. Du coup, il n'y a pas de danger. Donc, c'est un petit moyen pour essayer d'inciter à respirer par le nez d'une manière inconsciente parce qu'on est en mode par défaut la nuit. Ensuite, les écarteurs, les petits straps. Alors, en fait, on revient un peu à la discussion qu'on avait sur l'anthropologie tout à l'heure. C'est-à-dire que on a des visages qui s'affinent, mais on a aussi des nez qui deviennent plus fins avec des ouvertures pour certains au niveau des narines qui sont faibles. Okay. Et du coup, ça, moi, franchement, j'ai pas testé. Mais ça, en tout cas, ça a cette utilité-là de venir à ouvrir ses narines pour qu'il y ait un peu plus d'air qui rentre parce que génétiquement, je suis formé avec des petites narines. Ouais. Voilà. Moi, j'ai testé. Et en vrai, là, c'était une marque. Et c'est vrai que c'était impressionnant. D'un coup, j'ai senti mes narines s'ouvrir. Et c'est vrai que tu sens que tu respires beaucoup mieux. Tu sens que tu respires beaucoup mieux. Ouais. Bah, du coup, au Grand Palais, tu vois, j'aurais pu les utiliser. En tout cas, moi, je sais que j'ai des narines quand même. J'arrive musculairement à les écarter, tu vois, quand tu vois comme ça. J'ai des tunnels. Ouais, mais c'est bien hein, pour sa physiologie, c'est nickel. Et voilà. Et donc, du coup, c'est entre mâcher des aliments qui nous font travailler. Je discutais avec ma dentiste justement il y a pas très longtemps sur ça, qui est une amie, et je dis j'ai racheté des chewing-gums sans sucre là parce que je veux un peu avoir et pas manger. Et même si j'essaie d'avoir des aliments qui sont un peu durs, mais effectivement, dans notre alimentation de tous les jours, je prends de la compote, du fromage blanc, des machins, tout ça, c'est liquide. Bah ouais. Et donc, du coup, elle me dit, oui, mais moi, mâche pas ton chewing-gum 2 heures. Parce qu'on n'est pas fait pour mâcher pendant 2 heures non plus, quoi. Ouais. C'est des temps courts de repas, de 20-30 minutes. Et si on n'a pas assez de mastication, voilà. Et donc, pour le nez, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si vraiment j'ai les narines trop petites, eh ben, j'achète un écarteur, je le mets peut-être pendant mon sport, je m'oblige à faire du zone 2, zone 3 que en respiration nasale avec mes écarteurs. Comme ça, je favorise aussi cette respiration nasale qui a ces vertus-là qu'on a expliquées précédemment. Voilà. Ok, ouais, donc ça peut être des outils intéressants, quoi. Ça peut être des outils intéressants dans des contextes particuliers. Je trouve que enfin pas tout, mais il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais faut contextualiser. Bien sûr, comme tout, bien sûr. Voilà. Bon, est-ce que tu connais, Rénal, le petit jeu oui/non de corps-esprit ? Non. Eh ben, écoute, il y a quelques questions. Tu dois répondre que par oui ou par non. T'as droit c'est un peu à l'inverse du jeu ni oui ni non. Oui, non, mais là, c'est vraiment... Tu réponds soit par oui, soit par non. Tu peux pas vraiment argumenter. Okay. Et en fait, ça en fait même un beau short sur les réseaux qui incite à aller voir l'épisode. T'as le droit à un joker. Il y a combien de questions ? 12. Ah ouais, un joker. Okay. Tu vas voir, ça va bien se passer. T'es prêt ? Oui. Et après, on pourra rebondir dessus sur l'épisode, bien évidemment. Mais on pose les 12. Ok. C'est oui, non, joker. Je peux pas passer pour répondre plus tard. Non, tu réponds et après le jeu, on pourra aller un peu plus en profondeur sur... Ok. Alors, tu dois souffler fort pour bien respirer pendant un effort. Faut que ça aille vite. Alors, faut que ça aille vite. Oh là là, le bug, déjà. Oui. Ok. On peut améliorer ses performances sans toucher à son entraînement, juste en changeant sa respiration. Oui. Le stress te fait consommer plus d'oxygène pendant l'effort. Oui. Mieux respirer peut te faire récupérer plus vite qu'un massage. Joker. Un athlète de haut niveau s'entraîne juste plus, pas autrement. Non. On peut vraiment retarder l'acide lactique avec des techniques respiratoires. Oui. Le froid est mauvais pour le corps et les performances. Non. Il n'y a que les sportifs de haut niveau qui doivent apprendre à respirer. Non. Faire de l'apnée volontaire peut améliorer tes performances sportives. Oui. Le diaphragme est un muscle qu'on n'a pas besoin de travailler. Non. La respiration a un impact direct sur ta clarté mentale. Oui. Mieux respirer, c'est juste pour les yogis ou les gens stressés. Non. Bon, bah voilà, c'est bien passé. Ouais, il y en a 2-3 qui sont un petit peu... Le joker, c'était par rapport à le massage. Parce que non, oui, en fait, c'est compliqué de se positionner parce que le massage, c'est aussi... c'est magnifique, c'est parfait aussi, c'est top. En fait, les deux sont complémentaires. Les deux vont très bien ensemble. C'était le petit difficulté du jeu. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé... Attends, c'était quoi ? Il y a un truc qu'on n'avait pas bien... par rapport à l'acide lactique. Oui.
Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est Le travail qu'on a expliqué tout à l'heure sur les apnées à intensité maximale, en fait, ça permet donc et on le mesure par l'effet Bolt aussi. Ouais. J'en parlais, l'effet Bolt, pardon, l'effet Bohr avec le Bolt aussi. En fait, toute cette partie biochimique qu'on expliquait tout à l'heure. En fait, une des adaptations avec ce type d'entraînement, c'est de retarder le déclenchement du lactate. Ouais. Et peut-être explique pour ceux qui connaissent pas ce que c'est. Alors c'est le. En fait, c'est un peu complexe parce que sinon, si on prend tout le cycle de Krebs, c'est toute la biochimie qui va se passer dans sa cellule musculaire avec la mitochondrie, qui va évidemment en cascade, il y aura des réactions chimiques et donc il y a du lactate qui est produit et en fait l'oxygène permet de tamponner aussi tout ça, enfin toute la réaction avec l'oxygène. Et à un moment donné, si on n'est plus dans cet équilibre-là, en fait, il y a une accumulation qui va se produire, ce qui va faire qu'on a les jambes qui brûlent et que l'effort va être de plus en plus difficile à tenir. On est obligé soit de ralentir, soit de s'arrêter. Et puis après, il y a une partie génétique, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de tenir des hauts niveaux de lactate et puis d'autres un peu moins, mais ça s'entraîne quand même. Et via la respiration et ces techniques d'apnée poumon vide à intensité maximale, on va venir déplacer ce curseur et retarder ce déclenchement de l'acide lactique et cette élévation aussi. Ouais, donc c'est impressionnant. Moi, c'est passionnant parce qu'en fait, ça colle très bien. Par exemple, à l'Irox, que moi je pratique, évidemment, ça colle parfaitement, quoi. Oui, parce que là, l'effort à l'endurance, il est violent. Ah, absolument. Oui, c'est parce que moi, du coup, qui fait du sprint aussi, quand on fait justement du court et de l'endurance, enfin de l'effort à l'endurance, là, tu commences à le sentir. Les athlètes, c'est quand même, vous le sentez tellement. Les pires distances, j'allais dire les pires, mais toutes sont difficiles, mais 400-800. Ouais. Mais ça a été reconnu que le 400 mètres, c'était la course la plus dure et la plus violente pour le corps. Mais c'est pas étonnant en même temps. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des personnes qui ont des capacités de tenir des Marie-Josée Pérec. Ouais. Elle avait des chiffres incroyablissimes. Ouais, et on le voit dans son dernier 100 mètres. Ouais. Sur certaines courses, les championnes olympiques où elle dépose les gens et a l'impression que les autres arrêtent de courir et elle continue. Quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais il y a des gens qui sont aussi gâtés. Bon, après, il y a de l'entraînement, c'est plein de choses. C'est ça, c'est un peu ce qu'on disait au départ quand tu m'as posé la question sur la performance. Ça se trouve, moi j'aime bien avoir cette métaphore, c'est que ça se trouve, des Usain Bolt, il y en a beaucoup dans des canapés et on le saura jamais. Bah oui, non mais c'est vrai. Parce qu'ils n'ont rien développé alors qu'ils sont nés avec des capacités incroyables. De dire que l'autre a de la chance, peut-être qu'il y a des prédispositions, mais tout s'entraîne. Oui. Il y en a, ça c'est évident. Tout s'entraîne. Mais effectivement, génétique, c'est pour ça que beaucoup de coureurs de courte distance, c'est des blacks de peau parce qu'ils ont des gènes que les blancs n'ont pas. Donc, ça peut être plus facile de courir vite. C'est juste quand tu sais ça, voilà. On prend et c'est lié aussi et ça va être lié aussi à son environnement qui va faire que ça va énormément influencer. Sur des centaines et des milliers d'années. Ouais, c'est ça. On prenait souvent l'exemple là des Éthiopiens à une époque qui raflaient tout sur les courses longue distance, mais qui étaient pieds nus et puis qui faisaient 10 km pour aller à l'école le matin. Ouais. Et ils faisaient ça dès l'âge de 4-5 ans. Ah oui. Donc forcément, quand ça fait des années qu'il fait ça... C'est ça. Et le père a fait pareil, et le grand-père a fait pareil. Évidemment que ça modifie aussi des choses dans son... Ok, est-ce qu'il y a un truc où tu veux revenir ? Attends, j'ai peut-être une dernière question. Pour toi, c'est quoi un peu l'erreur la plus fréquente que tu vois chez les gens qui veulent performer ? Soit sportivement ou mentalement, tu vois ? Alors, moi, je l'ai beaucoup repéré... dans le monde du CrossFit, parce que quand je suis arrivé moi, je m'étais intéressé au CrossFit avant que ça arrive en France. Ouais. J'ai passé le level 1 à l'époque où c'était la première promo, la première année, première promo à Paris. Et du coup, je me suis retrouvé à gérer une box après 2-3 ans après avec un associé. Et donc, j'ai vu des gens qui venaient, qui découvraient l'activité, qui étaient dans l'engouement, etc. Et puis, il y a des personnes qui ont pris qui avaient un petit peu justement de disposition, un petit peu de capacité physique et du coup sont partis vite dans l'entraînement, avec beaucoup de volume, beaucoup de charge. Alors, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que
soit il y en a, ça les a blessés, parce qu'ils n'avaient pas un corps qui était prêt à s'entraîner autant. Oui, et quand tu te Et blesses. ils sont arrivés, et quand tu t'entraînes tous les jours, alors que tu faisais que 2 séances par semaine, ça ne fonctionne pas. Au bout de 3 mois, tu exploses. Et on sait les problèmes d'épaule, etc. Donc, c'est pas dû au crossfit, mais c'est dû à ta façon d'appréhender l'activité. Et donc, du coup, ce côté de cette notion de progressivité, moi, pour moi, je prends un exemple sur ça justement. Moi, aujourd'hui, je ne m'entraîne plus comme lorsque j'avais 30 ans. Ouais. J'étais capable d'encaisser et de faire. D'ailleurs, c'est un peu frustrant, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je suis jamais nostalgique, mais j'aimerais m'entraîner encore comme je vois des mecs avec qui je m'entraîne qui ont 30 ans et qui sont capables d'enchaîner. Moi, je peux plus enchaîner comme ça. Par contre, j'essaie d'être plus intelligent et d'avoir des choses qualitatives, moins longues, posées à des endroits qui font que j'arrive à être performant encore pour mon âge. C'est bien, c'est intelligemment. Et il faut mettre, sinon on va dans le mur. De toute façon, on va dans le mur tout de suite. Donc du coup, cette notion de progressivité, de charge, elle est hyper importante. Et puis la deuxième, ta question c'était. C'est sur l'erreur que tu vois le plus pour les gens qui veulent performer. Donc il y en a qui vont trop fort, donc c'est pas assez progressif. Donc ça, première erreur. Première erreur. Et bon, ça c'est plus un conseil. J'allais dire d'écouter les gens qui savent quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, c'est qu'aujourd'hui on ouvre son téléphone et en fait on a accès à l'information. Ça c'est bien, mais on a accès à plein de gens qui pensent savoir. Ouais. Et alors moi j'ai décidé, j'ai un parti pris parce que j'en vois des choses qui sont pas forcément justes à des moments. Il y a des choses pertinentes. Et c'est pour ça que je suis aussi sur Instagram, par exemple, parce qu'il y a des profils que je suis que je trouve très pertinents, que ce soit dans la recherche. Mais il y a des gens qui disent vraiment n'importe quoi. Et il y a des gens qui vulgarisent. Et on sait qu'on ne va pas pousser le game parce que c'est pas la cible. Et c'est très bien déjà d'avoir des premières notions. Mais voilà, c'est de faire attention aux choses. Et c'est un peu ça. C'est de pas de pas prendre tout au pied de la lettre, c'est d'avoir un esprit critique et de se renseigner auprès des bonnes personnes. Voilà. Ouais. Non mais c'est bien ça. C'est un peu un conseil un peu flou comme ça, mais c'est un bon conseil je pense de fin qui va permettre aussi aux gens de faire attention peut-être. Il y a des gens qui font référence quand même. Ouais. Et donc et je pense que c'est bien de suivre et puis après, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de ce qu'on veut faire. Enfin, voilà, c'est entre je fais de la compétition ou je fais mon sport pour ma santé ou en tout cas ou pour du lien social ou pour, tu vois, il y a plein de façons de faire. Et moi, j'amène une nuance aussi entre sport et activité physique, c'est-à-dire que là, par exemple, Aerox, c'est entre guillemets, c'est un concept, mais c'est du sport parce que c'est normé, parce qu'il y a une performance, parce qu'il y a des charges, mais on peut faire de l'activité physique, c'est-à-dire on peut aller se balader en forêt sans se dire ok, je mets 20 minutes pour aller de ce point A à ce point B. Ouais. Et je mets mon corps en mouvement et je suis en santé, en pleine santé. Et c'est génial et ça me fait du bien. Bah ouais, parce que les deux vont de pair, quoi. Les deux vont ensemble. C'est pas parce que je fais pas de la performance, ou en tout cas, c'est pas parce que je fais pas des choses qui sont chronométrées que ça manque. Par contre, presque, j'allais dire, dans un sens, je trouve que c'est en tout cas pour sa santé, si on se pose sur cet angle-là, faire de l'activité physique sans avoir le côté performance, ça marche très bien. Ouais. Avoir l'inverse, par contre, faire que de la perf, je suis pas sûr je pense qu'il manque quelque chose, justement. Bien sûr. Non, quand je disais les deux vont de pair, c'est pas forcément d'avoir de la perf, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est important pour la santé de travailler et le cardio et la masse musculaire. C'est primordial. Donc, effectivement, un mec j'en vois plein qui dit ouais, moi je fais 4 fois la muscu. Oui, mais tu restes sédentaire, par exemple, parce que tu t'entraînes 4 fois par semaine que tu es actif. Et effectivement, il vaut mieux faire de l'activité, bouger tout le temps, mais en même temps, c'est important d'avoir ce côté de trouver un sport qui muscle, qui fait le cardio, et en plus, ça donne confiance, tu vois. Ouais. Non, mais sans faire de la grosse performance. Voilà. Juste pour se dire, bon, je bouge, mais en même temps, voilà, mes muscles, ils travaillent aussi en effort, ils se contractent, ils s'étirent, et ça fait du bien, quoi. Moi, j'arrive, tu vois, alors en plus avec ce background de 30 ans, mais j'arrive à une époque où, évidemment, moi, mes aïeux commencent, en tout cas, mes grands-parents, j'ai perdu ma dernière grand-mère il y a quelques mois, qui avait un âge avancé, 95 ans, et qui était plutôt en bonne santé, mais qui, voilà, voulait partir aussi, plus trop d'énergie, tu manges moins. Et en fait, je me suis plus rendu compte encore d'une chose, c'est quelle est la qualité physique qu'il faut travailler absolument
pour moi, la reine des qualités physiques, c'est la force. Ouais. C'est qu'à partir du moment où tu n'as plus la capacité de pouvoir être en mouvement et c'est la force qui va agir sur tes leviers, bah c'est fini. Reste allongé et la vie, elle se termine Ouais. là, elle s'arrête. Il y a plus de lien social. Tu peux plus aller chercher ton verre, tu peux plus aller prendre un truc dans le frigo, tu peux pas. C'est fini. Il se Ouais. passe plus rien si tu n'as plus la force de bouger. Ouais. Donc du coup, de travailler cette force pour créer le mouvement et le mouvement pour rester en vie. Effectivement, bah, c'est un beau mot de la fin. Non, mais c'est vrai que même sur des trucs lambda, on a besoin, juste pour porter ses courses, il faut avoir des muscles. Donc, c'était, je pense, Voilà. un beau mot de la fin. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais Non, bah, c'était hyper agréable, j'ai bien aimé. ouais, Voilà. c'était un trop bon épisode. Bah, écoutez, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, il y a l'e-book récapitulatif en description. Et vous avez également 20% sur les compléments alimentaires Nutripreneur pour booster vos performances avec le code Corps Esprit 20. Profitez-en. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à utiliser le code, à tester les compléments et à recommander. Donc voilà, encore une fois, on parlait de qualité. Quand on fait des choses de qualité, quand on a l'expertise, eh bien, bah forcément, les résultats sont là. Donc, voyez pas ça comme une dépense, mais comme un investissement sur votre santé, tout ce que vous faites au quotidien. Et ça ne peut que vous aider, que améliorer votre santé. La vie est longue, mais il vaut mieux en profiter. Donc, elle peut être longue comme courte. Donc, vaut mieux en profiter du mieux qu'on puisse. Donc voilà, ça c'était mon petit mot de la fin. Rinlad, merci infiniment. Merci C'était à un toi. super épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous savez, c'est la force, c'est une force que vous nous donnez. C'est grâce à vous, à vos commentaires, à vos likes, à vos abonnements, qu'on peut avoir des invités sur le podcast, qu'on continue à vous apporter beaucoup de valeur gratuitement. Donc bah voilà, n'hésitez pas à mettre de la force, c'est important pour nous. Et puis bah voilà, Reynald, merci beaucoup. Et peut-être à une prochaine, on aime bien dire, on fera une V2 avec nos invités. Donc Avec grand plaisir. on se retrouvera peut-être à l'Aerox. Je devais faire un Aerox. C'est très dans ma mentalité, un peu le truc performance, compétition. Donc voilà, je vais prendre le temps, mais je pense que je vais aller passer du côté Aerox. Ouais. Voilà, bon allez, salut à tous. Et moi on se dit à la semaine prochaine, même heure, 18h, dimanche. Salut.